Bien, on va commencer notre réunion. Comme on a un ordre du jour assez chargé, donc on a les pouvoirs de M. Guier à M. Rondeau, de Mme Begal à M. Sedran, de Mme Monique à Mme Blondel, de M. Nicolas à M. Leroy et M. Volonté à M. Ouellet. Notre secrétaire des séances il va sûrement nous rejoindre en attendant Laurent Renaud. Vous avez des remarques ou des observations à faire sur le compte rendu de la séance précédente? Remarques ou observations? Est-ce qu'il y a des votes défavorables pour l'adopter? Des abstentions? Donc, le compte rendu est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, on va commencer notre ordre du jour par la présentation du projet de compostage et du projet de méthanisation. Les professionnels qui sont présents, je vais leur demander de nous rejoindre à la table du conseil si le conseil en est d'accord. Il s'agit de M. Chapelier qui représente la société ECT et qui nous parlera plus particulièrement du compostage, et de M. Philippe Perret qui représente Milieu Point et qui nous parlera plus particulièrement de la méthanisation. Alors je rappelle que le projet de compostage est un projet dont la communauté de communes est à l'origine. Il découle du traitement des boues de station qui aujourd'hui sont épandus dans les champs, territoires agricoles qui nous entourent. Les conditions et la réglementation concernant l'épandage devenant beaucoup plus réglementées et draconiennes, la communauté de communes a fait une étude pour savoir quelle était la meilleure filière pour traiter les boues de station. On a donc comparé, continuer à épandre, mais en faisant des installations, notamment les installations de stockage, parce qu'on ne peut pas épandre toute l'année, faire le compostage ou incinérer. Et la conclusion de cette étude a été de dire qu'il faut qu'on aille vers le compostage. Ça fait quelques mois que nous travaillons sur ce sujet, et puis est venu se greffer sur ce projet, un projet de méthanisation. On expliquera le détail dans peu de temps. Et l'ensemble de ces filières ont toutes les deux aller dans le sens de transformer les déchets en produits valorisés, aller dans le sens des énergies renouvelables, et donc l'ensemble de l'environnement tel qu'on le dit aujourd'hui. Je vais vous passer la parole immédiatement. Je crois que vous allez alterner, puisqu'en fait on va présenter quasiment les deux en même temps. Bonsoir. Je suis M. Chardonnay de la société ECT. Avec M. Perret de la société Biopoint, nous allons présenter le projet de centre de compostage de méthanisation que nous proposons à la communauté de communes. Donc, voilà, comme disait M. le maire, en fait, la communauté de communes, dans le cadre de la modernisation de la valorisation du groupe de STEP, s'est rapproché du groupe ECT en fait pour mettre en place un centre de compostage. Donc, en retour, nous avons proposé un centre de compostage. Donc, des bouts de STEP, mais aussi des déchets verts pour faire une pierre de boue avec donc, la méthanisation des fumiers équins et des déchets verts. Donc, le site que nous avons choisi en fait est situé à un peu plus d'un kilomètre du bourg de Mousselet-Neuf, dans une zone topographiquement encaissée. Pourquoi? C'est pour rester donc, à l'abri
du vent et à l'abri des regards. Je précise que sur ce point, ça a fait l'objet d'une modification du plan d'occupation des sols, de deux modifications d'ailleurs, puisque dans un premier temps, si on revient en arrière, dans un premier temps, le site qui avait été retenu, mais avant qu'on commence même les études, on était de l'autre côté du TGV, mais juste à ras du TGV. Et on a préféré reculer encore au maximum et surtout profiter de la topographie du terrain on voit pas sur la carte, on voit les courbes de niveau, mais vraiment propice à ce qu'on limite au maximum à la fois l'impact visuel et l'impact de toute nuisance possible, même si, comme vous le verrez dans l'exposé du procédé, toutes les précautions sont prises pour qu'il n'y ait pas de nuisance ou le minimum. Donc maintenant nous allons vous faire un petit descriptif technique en fait, histoire de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, le compostage en fait. Le principe du compostage en fait, c'est d'accélérer un processus naturel de formation de l'humus du sol. Donc, ce traitement a pour objectif de produire un résidu organique stable, riche et en fait facile d'utilisation en agriculture sans ajout de produits toxiques. Donc, la nature des déchets, comme je vous disais, qui vont être utilisés pour le compostage, ce seront donc principalement les bouts de steppe qu'on mélangera en fait dans des proportions bien calculées en fait aux déchets verts agricoles du secteur. Bonsoir, Philippe Perrette, Léopold Méthanisation. Nous, on vient un petit peu compléter le processus, l'idée étant de mettre en place une solution de méthanisation. La méthanisation en France, c'est pas aujourd'hui très développé. En Allemagne, il y a un peu plus de 8000 sites de méthanisation. En France, il y en a 47. Mais disons que la réglementation vient de changer pour qu'on puisse développer ce genre d'activité. En l'occurrence, c'est assez simple. C'est quelque chose qui existait juste après la guerre. Il y a eu pas mal de fermes qui fonctionnaient avec, ils n'appelaient pas ça de la méthanisation, ils appelaient ça du gaz de fumier. Mais enfin, bon. En l'occurrence, c'est la production donc, de gaz, de biogaz, qui se fait à partir de déchets, donc de déchets verts, de fumier, de d'issues de céréales, mais ça peut aussi être de déchets carnés, de choses comme ça. Nous restons uniquement dans des produits verts qui vont permettre donc, de faire du gaz, mais aussi de l'engrais. Il faut savoir qu'en France, on importe 90% de nos engrais et on a besoin aujourd'hui de passer de plus en plus des engrais chimiques vers des engrais bio, vers des engrais organiques qui à la fois seront moins chers pour l'agriculture et surtout meilleurs pour les sols et pour le respect de nos terres cultivables. La méthanisation, c'est quelque chose qui se fait en anaérobie, c'est-à-dire sans présence d'oxygène. Donc l'idée, c'est de mettre des matières dans un grand réservoir qui est rectangulaire, qui fait 25 mètres de long sur 7 mètres de haut. Et on vient charger tous les jours environ 30 tonnes de déchets qui vont rester pendant 24-25 jours dans le méthaniseur et complètement à l'abri de l'air, bien sûr, parce qu'on récupère donc le gaz qui est produit pendant cette transformation. Et à l'issue de cette transformation, cette matière qui sort s'appelle un digestat, est complètement hygiénisée, c'est-à-dire que on travaille à 55 degrés dans ce méthaniseur, donc 100% des matières sont hygiénisées. Derrière, on fait une séparation de phase entre la partie liquide et solide pour sécher cette matière et la commercialiser auprès des industriels spécialisés dans l'engrais. Donc voilà, d'un déchet, on fait à la fois de l'énergie et de l'engrais.
l'énergie, il y a deux façons de valoriser l'énergie qu'on produit. On produit du gaz, soit on vient l'injecter directement dans les réseaux gaz, c'est le gaz que vous utiliserez chez vous, soit on passe par un moteur de cogénération qui fabrique de l'électricité et de la chaleur. On essaye là sur ce site de pouvoir faire de l'injection en réseau gaz et de voir avec GRDF à créer, on ne sait pas exactement où, mais sur cette boucle de gaz, une station bio-GNV qui va permettre donc de distribuer dans le temps, dans les années qui viennent, il y en aura besoin, du bio-GNV, c'est-à-dire un gaz qui va être utile pour les véhicules, que ce soit pour des tracteurs, des camions, des bus. C'est un carburant qui sera beaucoup moins cher que le diesel et non polluant. Donc en l'occurrence, ça va permettre, si vous voulez, pour les gens qui auront des livraisons à faire sur Paris ou des choses comme ça, de pouvoir accéder dans le futur, on aura des problématiques d'accès de véhicules polluants et on pourra avec du bio-GNV accéder aux grandes villes en étant non polluant. Voilà. On peut imaginer aussi que le ligne de bus, soit des bus qui nous desservent aujourd'hui, soient à terme avec de telles installations alimentées avec ce type de carburant. Les camions de ramassage, enfin, en général, c'est plus les flottes captives, quoi. Donc, pour ce qui est des étapes en fait du compostage, donc le plan il est incliné vers la droite, c'est-à-dire que le nord est à droite. Donc les camions, une fois qu'ils arrivent sur leur de manœuvre, ils déchargent les déchets verts sur une plateforme qui est peu du pot, qui est imperméabilisée. Les bouts de step précédemment séchés sur une autre plateforme, et sur une heure de broyage, on va broyer les déchets verts. Ensuite, en fonction de la concentration en tel ou tel produit des bouts de step, on va rajouter plus ou moins de déchets verts qu'on va mélanger avec ces bouts de step pour faire un mélange homogène. Ce mélange va être amené donc, en haut à droite, si vous voulez, sur la fermentation en fait. Voilà. Et pendant environ 2 mois, on va retourner en fait l'ensemble toutes les 2 semaines pour aérer l'ensemble, puisqu'en fait, à la différence de la méthanisation et le compostage, c'est pratiquement le même processus, sauf qu'il y en a un qui se déroule en aérobie, c'est-à-dire en présence d'air, grâce à l'air, et l'autre en anaérobie. Un peu comme ça se passerait dans le ventre d'une vache en fait. Donc là, on va aérer, histoire de permettre. Mais c'est la vérité. Et pendant 2 mois environ, on va obtenir un produit donc, qui va être complètement fermenté au bout d'environ 2 mois qu'on va mettre à maturation, c'est-à-dire on va le laisser mûrir en gros. Et au bout de ces 2 mois, on va obtenir un compost qui est prêt à l'utilisation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le cubler en fait, en fonction de l'utilisation qu'on va faire, on va passer dans des trucs plus ou moins petits pour obtenir un produit qui va pouvoir être utilisé soit en agriculture, soit en horticulture, soit pour faire des sols reconstitués. Et ensuite, après l'analyse, on peut faire partir le compost. Pour la méthanisation, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on décharge là directement dans une trémie qui va nourrir tous les jours le digesteur. On laisse 24 jours dans le digesteur qui lui, pareil, en réalité est retourné, mais c'est à l'intérieur d'un bloc, si vous voulez, avec des agitateurs. On n'a rien à faire, on attend que les 24 jours se passent, et derrière ça, on récupère du digestat qui est complètement désodorisé et complètement hygiénisé, et derrière, on le prépare pour l'exporter alors non pas directement chez les agriculteurs parce que c'est un peu complexe, il faut rajouter certaines choses en fonction de telle ou telle culture, et donc là ce sont des industriels de l'engrais qui s'occupent de ça. Voilà, donc le résultat, le compost en fait, comme je le disais, c'est un produit, le produit obtenu en fait, c'est un humus artificiel qui présente de grande qualité agronomique, de par donc, sa texture, il est plus facile d'épandage qu'un engrais du commerce en fait. Il a un grand potentiel de fertilisation, c'est-à-dire que d'un point de vue physico-chimique,
il pénètre bien dans le sol et il apporte beaucoup d'éléments en fait facilement, qui sont facilement captés par les plantes. Et sans produits toxiques ajoutés, c'est quand même assez important. Il pourra être commercialisé donc sous forme brute ou mélangé en fait en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire et en fonction de la granulométrie résultant du cru. Pour nous, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que là, on vise, nous, une catégorie un petit peu supérieure, c'est-à-dire qu'on vise l'agriculture bio et l'horticulture bio. C'est les marchés. C'est une matière qui est un petit peu plus chère, donc c'est pour ça qu'elle est à destination du bio et voilà. Voilà, maintenant, nous allons vous présenter rapidement la partie de l'estimation financière en fait, du projet avec le cadre réglementaire. S'il y a des questions au cours de présentation, n'hésitez pas à poser des questions. Le liquide. On donnera la parole à Charles. C'est juste pour que le monsieur On donnera la parole à donc il parle un peu moins vite. Ah, pardon, c'est pas une question, ça c'est Alors, en l'occurrence, que ce soit, il ne sort qu'une seule matière, c'est un digestat qui est à environ 17-18% cécité. Derrière ça, on le sépare parce que pour sécher le digestat, c'est plus facile de séparer, de laisser partir, de sécher en réincorporant du liquide plutôt que de mélanger une boue pâteuse qui est à 17%. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire il y a un petit peu plus d'azote, si vous voulez, dans la partie liquide, et dans la partie solide, on a plus de P et de K. Le phosphate et de... N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Le souci concernant ce liquide, au niveau environnemental, au niveau. Non seulement il n'y a pas de souci, mais c'est un engrais. C'est-à-dire que là, si vous voulez, on vise. Il n'y a rien de nocif. Au contraire, c'est vraiment. Là, on arrive à quelque chose qui est supérieur à un amendement organique, c'est-à-dire qu'on va viser une catégorie engrais. C'est-à-dire que la différence entre les deux, c'est qu'en amendement organique, vous ne pouvez pas dépasser 7 de N plus P plus K, alors que pour l'engrais, on est au-dessus de 7, on arrivera à 10, 11 de NPK, ce qui fait que vous êtes dans une catégorie engrais. Voilà. Sachant que la Terre génère des chaleurs particulières, est-ce que ça peut ça aussi pour... Non, mais vous avez raison, on pourrait parce qu'on a besoin de chauffer. En réalité, on chauffe cette matière à 55 degrés. Donc là, en l'occurrence, on se sert de notre gaz, donc on n'a pas le droit de faire autrement. La réglementation dit qu'on doit, mais on pourrait céder de la géothermie, on n'y a pas pensé, mais pourquoi pas, enfin, ce serait... Oui, non, mais c'est pas inintéressant en tous les cas. Je ne sais pas si on a un bon site pour la géothermie. Je vais poser la question que tout le monde a envie de poser, même si je suis à la réponse. Ça sent forcément mauvais, votre truc. En fait, c'est pour ça qu'on a choisi un site qui est dans une cuvette et assez éloigné de la ville. En fait, pour ce qui est du compostage, nous avons déjà 4 centres de compostage en fonctionnement en Bourgogne. Et par retour d'expérience, nous savons qu'à partir d'environ 700 mètres, 1 km, quand on est pas au vent, il n'y a pas de gêne pour la population. Puisque petit à petit, les odeurs sont. Pardon ? Non. Petit à petit, on fait des odeurs sont diluées en fait. Et à partir d'un kilomètre, il n'y a pratiquement pas de gêne. Donc, nous en plus, nous avons choisi une zone qui est à l'appui du vent et qui n'est pas dans le sens des vents pour ce qui est du gros de la commune. Et de la commune à côté des mares. Dans le deuxième temps, en fait, même s'il y a une gêne, s'il y a des retours s'il y a des plaintes de la population, nous pouvons par la suite rajouter un hangar avec filtration de l'air pour qu'il y ait zéro sortie en fait d'odeur du site.
Ça, c'est votre théorie. Non, c'est prévu en fait dans le budget en fait. L'hangar est déjà prévu dans le budget. Donc les finances sont là, mais théoriquement il n'y en a pas besoin. Parce qu'on a vu par nos retours d'expérience qu'il n'y en a pas besoin, mais s'il y en a besoin, nous le faisons. Pour la méthanisation, on est un peu différent parce que justement on est en anaérobie, mais grosso modo, que ce soit le compostage ou la méthanisation, en fin de processus, on est désodorisé. C'est-à-dire que l'intérêt qu'il y a, si vous voulez, c'est que ces matières, normalement, elles étaient épandues tout autour, dans les champs, et choses comme ça. Et là, il y avait des odeurs. Avec les odeurs qu'on connaît tous. Avec les odeurs. Aujourd'hui, on va apporter aux agriculteurs une matière qui sera désodorisée. Donc, ils vont pouvoir, si vous voulez, épandre de la même façon, parce qu'ils font toujours, ils ont besoin de ça, pour la terre a besoin d'être enrichie, mais il n'y aura plus d'odeur. Donc, globalement, on concentre à un endroit, il y a un petit peu d'odeur qui se font quand on décharge en réalité les véhicules, mais globalement, on a sur le territoire quelque chose de très positif parce qu'on vient désodoriser sur l'ensemble des sites d'épandage qui sont tout autour de nous. On a répondu à la question. Voilà. Donc d'un point de vue financier, le budget du projet c'est environ 8 300 000 euros. On peut partager en 3 enveloppes. Donc une première c'est pour tout ce qui est investissement commun en fait, et c'était Hélioprod. Donc tout ce qui est pont bascule, la vente des moteurs de roue, le petit local, donc 1 400 000 euros. La partie propre ALCT, en fait, au compostage, est d'environ 2 millions d'euros et environ 5 millions d'euros pour la partie méthanisation. D'un point de vue réglementaire, en fait, les deux projets, donc de méthanisation et de compostage, seront soumis à déclaration de par les activités et par les volumes aussi, qui restent en dessous des seuils. Pour ce qui est des permis de construire, donc à la base, le permis de construire sera nécessaire pour le bâtiment en fait, de méthanisation, si je ne me trompe, et pour tout ce qui est adduction, gaz, électricité, en fait, donc pour ramener le chauffage au niveau de la commune. Sinon, le cas échéant, comme je le disais, on pourra mettre des hangars s'il y a des généraux-factibles, et à ce moment, en déposant un permis de construire pour construire son hangar. Mais sur le principe, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes ouverts à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du conseil? On a déjà passé les questions au niveau du conseil, et après si le conseil est d'accord, on donnera la parole au public. On avait rencontré vos responsables dirigeants d'entreprise il y a quelques semaines. Et il y avait également des représentants d'aéroports de Paris qui avaient été invités. Et on n'a pas eu, je ne sais pas si on a eu le retour de notre ADP sur. ADP commençait seulement son étude. Enfin, ils s'étaient engagés pour fin avril ou fin mars, oui. Donner une réponse. Et avec les engagements que l'on connaît, l'étude qui commence sur ADP, mais on n'a pas de nouvelles. Peut-être qu'ils vont avancer, mais on n'a pas de nouvelles. La seule information que j'ai, moi, de GRDF, c'est qu'ils sont très intéressés par le biogaz parce qu'ils ont pas mal de véhicules qui peuvent fonctionner au gaz et pour des problématiques de pollution sur leur ils sont intéressés par ce J'ai une question, s'il vous plaît. Au bout de combien d'années estimez-vous la rentabilité, enfin l'équilibre pour couvrir les 8 millions 3 et... Alors, en ce qui concerne la méthanisation, nous on tape sur 7 ans de retour sur investissement, au bout de 7 ans, mais c'est quelque chose qui durera plus de 30 ans. Hein. Donc, frais de maintenance, tout compris. Tout compris, ouais. Sans avoir à faire des gros travaux. Non. La vie totale, c'est 30 ans. La vie totale la vie minimale de l'installation, c'est 30 ans. Et au bout de combien d'années ça devient obsolète? Écoutez, non, parce que c'est comme des avions, c'est comme tout ça, on les maintient, c'est-à-dire qu'on a, nous, intérêt à ce que ça fonctionne en permanence. C'est des process on a des progressés, parce que nous, Français, on a un petit peu en retard, c'est ce truc-là, vous allez le dire. Alors, nous, Français, on est en retard, mais si vous voulez...
En l'occurrence, on a été chercher chez les Allemands, nous, et chez les Hollandais. Notre bureau d'études est hollandais et le constructeur est allemand. Mais c'est une technologie assez spécifique. En général, si vous voulez, les méthaniseurs sont des grandes cuves à lisier, parce que c'est en Bretagne, et là où il y a l'élevage de porcs, où ils ont le plus de problèmes, et en lisier, des choses comme ça. Il y a beaucoup de porcs en Hollande. Et beaucoup de porcs en Hollande et en Allemagne aussi. Mais nous, c'est pas le cas, on a de la matière assez sèche. Donc on a un process qui est moins encombrant et plus performant. Parce qu'on a de la matière sèche. Le liquide, c'est pas très intéressant à méthaniser. Plus il y a de l'eau, et en plus c'est corrosif. Ouais. Non, nous, si vous voulez, c'est fait pour fonctionner 30 ans. Franchement, après 30 ans, ce sera plus moi qui serai là. Mais il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On a un retard qui est tel que dans les 5 à 6 ans, il va falloir qu'on développe plus de 1000 centres de méthanisation. Malgré tout, si vous voulez, c'est quand même complètement fou d'imaginer qu'on a laissé pendant toutes ces années tous ces déchets-là. Grosso modo, il faut savoir une chose, c'est que les déchets n'allaient pas nulle part. Ils allaient dans des centres pour les brûler, tout ça, ça coûte très cher. Ça coûte cher aux municipalités, ça coûte cher à tout le monde. Là, nous, on prend ces matières-là et on ne fait rien payer. Voilà. Et on les valorise. Voilà. Oui, ce que je voulais ajouter aussi, je rebondis un peu sur ce que disait Mme Le Garnet par rapport à éventuellement l'utilisation de pompes à chaleur pour chauffer, etc. Nous menons avec Dalkia et la société Helioprod une faisabilité pour voir éventuellement, puisque vous avez entendu qu'il y avait deux possibilités, soit on produit de l'électricité et de l'eau chaude, soit on produit du gaz qui est réinjecté dans le réseau et qui peut éventuellement servir à alimenter des flottes captives comme les cars, comme le matériel roulant d'ADP, etc. Donc on est en train de regarder une faisabilité pour voir dans la solution électricité et eau chaude si on ne peut pas envisager cette eau chaude de l'amener pour chauffer les bâtiments communaux qui sont sur le trajet, c'est-à-dire les ateliers municipaux, la salle de l'érable, les cours de tennis et éventuellement après l'école, le centre de loisirs. Bon. Aujourd'hui, l'étude montre quand même que la rentabilité risque de ne pas être là. Mais néanmoins, donc, si ce n'est pas cette solution qui est retenue, c'est donc l'injection du gaz dans le réseau GRDF qui est retenue. Et il y a des équivalences de consommation. Je ne sais pas si le calcul a été fait pour savoir dans cette installation à combien d'équivalents habitants ça pourrait se comparer pour le gaz récupéré, et qui aujourd'hui est perdu, hein, les déchets sont perdus. Il y a un article dans la presse qui est paru cette semaine, où en Seine-et-Marne, une grosse exploitation agricole, 500 bovins, est en train de mettre en service une installation de méthanisation. Et il citait, donc là, le gaz, il réinjecte dans le réseau GRDF, et il disait simplement que c'était l'équivalent de la consommation, je n'ai plus le chiffre, 600 logements. Et bien donc, ça veut dire que, comme le disait M. Perret, il faudra aller dans ce sens. On n'a plus le droit aujourd'hui, on n'a plus les moyens de ne pas valoriser des déchets qui coûtent pour les détruire. Et donc, il faudra qu'on les valorise, et ces procédés, que ce soit le compostage ou la méthanisation, eh bien, sont des process qui vont dans ce sens du développement durable et de l'environnement. Une toute petite chose qu'on n'a pas dit, mais qui est importante, c'est que ces matières qu'on voit à droite, à gauche, dans les champs et tout ça, qui sont laissées pendant assez longtemps, donc le méthane s'en va dans l'air. Le méthane, c'est 24 fois plus toxique que le CO2 pour la couche d'ozone. Donc c'est vraiment important de le capter. C'est-à-dire que le méthane, c'est encore plus important que le CO2. 24 fois plus.
Est-ce que parmi le conseil, il y a d'autres questions? Vous êtes d'accord pour qu'on donne la parole sur ce point précis au public, s'il y a des questions particulières? D'accord? Parmi les personnes présentes, est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce sujet? Je peux vous poser la question? Il n'ose pas. Moi, je l'ai entendu tout à l'heure, mais je suis comme lui. Qui va payer? Nous. Non, la réponse est simple. En fait, la communauté commune s'est portée accueilleur du terrain. La commune achète le terrain et elle le louera pour l'exploitation. On préférerait que ce soit vous, hein. L'union de coopérative, en fait, c'est ECT Lyon. Donc, il n'y a aucune répercussion sur la population. La communauté de communes font les terrains, la construction, l'exploitation, c'est vous. Tout à fait. Oui, c'est-à-dire que nous, grosso modo, malgré tout, on ne vient pas financer à 100%, c'est-à-dire qu'on vient apporter environ 30 à 35% de fonds propres, et le reste, on fait une dette auprès d'une banque pour financer le complément, quoi. Oui, on rembourser la dette. Ah bah oui, mais c'est pas... Si on complète votre question, c'est pas le contribuable qui va payer, pas le contribuable de Moussy. Allez, bon, c'était la question principale. Hein. Oui, après, le projet est bon. Hein, Elle est importante, oui. Absolument. Enfin, il y a longtemps que vous en parlez. Mais... Oui, on en a déjà parlé plusieurs fois, et notamment quand on a fait les modifications du plan d'occupation des sols, on a toujours dit, sans aucune dissimulation, pourquoi on faisait la modification, et que le but de cette modification, c'était de mettre en compatibilité le règlement avec la possibilité de construire, de réaliser cet équipement. C'est bien d'avoir été mettre un petit peu plus loin là-bas. C'est ce qu'on pense. Ça coûte plus cher et ça va coûter plus cher à l'entreprise de viabilité, hein, parce qu'il faut quand même emmener les réseaux. Je serais peut-être obligé de concourir pour faire mon footing. Non, parce que vous connaissant, vous ferez votre footing jusque là-bas pour voir si tout va bien. Ah bah déjà, oui. Je vais surveiller la construction, j'amènerai mon grain de sel de temps en temps. Voilà. Vous vouliez poser une question? Oui, je voudrais savoir si les habitants de la commune de Moussy pourront profiter de ces installations pour avoir du compost. Bonne question, normalement rien ne s'y oppose, parce que ça dépend en fait, comme je disais, de la granulométrie qu'on fera sortir. Donc si effectivement il y a une demande de la part de la population, ce n'est qu'une question de prix, on change de l'abri et on vous fait un compost adapté à l'utilisation des particuliers pour vos jardins. Quelques sacs de... Oui, voilà, en général, ça va pas très loin, donc il y a ça se négocie. Je vais être plus précis dans la réponse, oui. Oui. On fera en sorte que les habitants puissent bénéficier du compost pour leur jardinière et leur jardin. Monsieur Monfrère. Oui, est-ce qu'on a déjà une idée de la traçabilité de l'accès des véhicules à ce point bien précis? Oui, vous avez raison de poser cette question, parce que ça explique aussi le choix du site. Parce que quand la communauté de communes s'est posé la question de devoir traiter ces boues, ça c'était une obligation, je vais expliquer pourquoi. Donc ensuite, on a regardé entre les différentes communes quelles étaient les possibilités. Je peux vous dire que ça ne s'est pas bousculé au portillon pour être candidat. Hein. Bon, on a regardé à la fois la proximité des stations et la proximité des stations qui n'avaient pas d'équipement particulier, notamment dans le Val d'Oise. Donc c'est pour ça que par rapport aux communes, des bouts de stations qui aujourd'hui ne sont pas traitées à proximité. Donc, pourquoi le site a été retenu? Parce que jusqu'au TGV, on n'urbanisera pas. Au-delà du TGV, on n'urbanisera pas. Donc déjà, on se mettait à l'abri d'une urbanisation d'un équipement qui serait réalisé et qui se verrait peu à peu rattrapé par des constructions. Donc ça, on est à l'abri de cela. Et deuxièmement, effectivement, même s'il y a peu de camions, parce que je crois que c'est une dizaine de camions par jour, La plupart, parce que nous on est à 30 tonnes par jour, ça fait à peu près 2 camions et demi. Et vous êtes à 2 camions. mettons une dizaine.
une dizaine de camions, donc il ne fallait pas que le site retenu fasse que les camions passent dans la commune, hein, et qu'apportent des nuisances. Donc vous voyez bien que si on revient à la carte, là on arrive. Voilà. Donc ici vous avez le TGV, et de l'autre côté du TGV vous avez la route, enfin, le chemin communal qui longe le TGV, qui a été refait au moment du TGV pour desservir toutes les parcelles agricoles qui se trouvent de ce côté-là. Et donc, pour approvisionner les deux installations, donc ça arrivera par la route de Weimar. Dans le TGV, On traverse la route de Weimar. Bon, là on voit pas on voit bien sur la. C'est ici si vous voulez. Mais là, ici, ECT est en train de faire une lutte à Remblai pour protéger les gens de Weimar des nuisances du TGV. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, à l'époque, quand du TGV, à Moussy, on s'est battu pour avoir des protections, à Weimar, ils n'ont pas bougé. Ce qui fait qu'il n'y a aucune protection. Même si nous, on a considéré que les protections étaient ensuite insuffisantes, c'est pour ça qu'on a passé des contrats avec ECT pour compléter les protections phoniques. Le Weimar s'est réveillé. Donc les buts qui sont réalisés ici sont réalisés pour 2 tiers sur le territoire de Moussy et un tiers sur le territoire de Weimar, mais c'est pour protéger les habitants de Weimar qui sont sur le haut. Bon. Et pour faire ce Remblai, car il n'était pas question ni de passer dans Weimar, ni de passer dans Moussy, ECT a fait une route qui a son embranchement sur le RD13, c'est-à-dire la route qui dévie Weimar. Et donc cette route étant existante, ECT et Lioprod utiliseront cet accès, traverseront la route de Weimar et rentreront de l'autre côté du TGV par le chemin que vous connaissez, que certains utilisent pour faire leur footing et rejoindront le site qui sera ici. Voilà les différentes raisons qui ont conduit à choisir ce site à cet endroit. Donc on a voulu le plus reculé possible et à un endroit où la topographie est la plus favorable. On va faire le petit chemin creux qui était sympa, là, entre le pont du TGV et l'usine. Non, il existe Il y a un morceau de 200 mètres de chemin creux. Oui. Le chemin sera réaménagé, il ne sera peut-être plus aussi creux, hein, il sera réaménagé, mais dites-vous que même si on ne faisait pas ce projet, les agriculteurs demandent depuis fort longtemps que ce chemin-là soit recalibré parce qu'aujourd'hui il ne passe plus avec leurs engins et ils passent sur le champ pour desservir toute la ville. Ah si, il passe quand même. À l'automne, au printemps, il y a quelques uns qui les ont nettoyés, les chemins sur les côtés. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, mais qui travaille. C'était un travail de cochon. Oui, mais ça, c'est des placements. C'est des placements. Vous voyez le chemin là. Au moment de la moisson, le placement dans le chemin creux, il passe dans le champ. Ah oui, mais bon. C'est normal, au moment de la moisson, ils ont pas truc, il fait le truc. C'est bien ce que je vous dis. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet parmi les personnes présentes? Pas d'autres questions? Bien, on reprend le cours normal dans le conseil. Bon, donc, vous avez bien voilà. Donc vous avez bien compris que aujourd'hui c'est une information, c'est pour que surgir les questions ou répondre à un certain nombre d'interrogations. Le Conseil aura à se prononcer le jour où les projets seront
seront déposés, puisque le compostage comme la méthanisation font l'objet de dossiers de déclaration sur lesquels on devra se prononcer et se positionner. On peut les La remercier. question. Écoutez, merci de votre intervention. Vous pouvez continuer à assister au conseil si vous le souhaitez, auquel cas vous comprenez que je le fais. Sinon, merci de votre participation. Merci de votre attention. Merci, messieurs. Oui, je reviens quand même un mot sur la distance. Parce que l'étude de faisabilité que nous réalisons pour voir si on peut chauffer les équipements communaux va probablement nous amener à la conclusion que c'est intéressant, on dépense 70 000 € en chauffage par an au niveau de la commune. Là, pour amener l'eau chaude depuis le site que vous avez vu jusqu'à l'école, l'investissement il est quand même élevé. Effectivement, on avait la solution de dire pour diminuer les coûts de la canalisation, on va rapprocher l'installation de méthanisation. Vous imaginez, et je vois parmi les têtes qui dodelinent la réponse que ça apporterait. Donc c'est pour ça que la conclusion de la faisabilité, sauf s'il y a pas mal d'entreprises qui devaient passer au chauffage, parce qu'il y a aussi cette possibilité, fait qu'on n'ira probablement pas vers la récupération de l'eau chaude. Et cela dit, si l'installation permet d'injecter le gaz dans le réseau de GRDF, et qu'on demandera à ce que l'on précise à combien d'équivalents logements cela correspond, on contribue indirectement à des économies d'énergie. Et puis bon, on n'en est pas encore arrivé à ce stade, mais on essaiera quand même de négocier quelques avantages financiers pour la commune. Et chaque chose en son temps. Bien, on passe au sujet suivant. Donc là aussi, c'est un sujet sur lequel on a eu différentes occasions de parler, puisqu'on s'est déjà prononcé sur les solutions de regroupement concernant l'intercommunalité. Donc le principe général, c'est que la loi impose à ce qu'il y ait un schéma intercommunal de la coopération, un schéma départemental de la coopération intercommunale. Les préfets avaient pour mission de faire adopter un schéma à la fin 2011, ce qui a été fait. Pour notre secteur, deux hypothèses de regroupement étaient en balance. Il y avait deux options de regroupement. Une solution qui consistait à créer une communauté d'agglomération, et une solution qui consistait à créer une communauté de communes. Je pense que rien qu'en posant le titre des deux solutions, on a déjà une partie de la réponse. D'un côté, vous avez l'agglomération, avec tout ce que cela comporte. De l'autre côté, vous avez commune. Nous sommes une majorité de maires et le conseil municipal de Moussi-Neuf, et je l'en remercie, a opté pour la solution communauté de communes parce que nous tenons à préserver nos communes, nous tenons à préserver le caractère rural de nos communes, tout en acceptant le développement du secteur, mais un développement modéré, un développement maîtrisé, et en accompagnant ce développement, nous voulons conserver le cadre de vie qui, pour la
très grande majorité d'entre nous a fait qu'on a choisi ce secteur. Donc c'est la solution qui a reçu l'approbation de la majorité de la commission départementale de l'intercommunalité, et donc le préfet a mis dans son schéma départemental la création d'une communauté de communes qui regroupe le Pays de la Vallée des Mulciens, à laquelle Moussinef appartient et que j'ai l'honneur de présider, la Plaine de France qui correspond aux communes qui supportent Roissy et qui en touchent les dividendes, et la communauté des Portes de l'Abri qui est une communauté de communes rurales également, Clé-Souilly et des communes autour. Donc il y a eu une grande polémique avec ceux qui voulaient la communauté d'agglomération, c'est-à-dire qui voulaient intégrer en plus Mitry-Mory et Villeparisis, donc 2 villes de plus de 20 000 habitants, et ceux qui, comme nous, voulaient rester communes rurales. Dans le schéma actuel, Mitry-Mory et Compan sont dans le 93 rattachés à Tremblay. Parce que quand on regarde les cartes, quand on se promène à Mitry, on va jusqu'à Tremblay, le tissu urbain est peu différent, donc ce n'est pas une anomalie flagrante. Il y a eu une levée de bouclier pour dire que ce n'est pas normal d'envoyer 2 communes de la Seine-et-Marne dans le 93. Le préfet a proposé à la réunion du mois de mars à la réunion de décembre de ramener Mitry et Compan en Seine-et-Marne, et en attendant que peut-être il y ait la constitution d'une nouvelle intercommunalité, de les regrouper dans une communauté de communes, on va dire d'attente. Ça a été refusé par les élus de gauche de la commission départementale. Les élus de droite ont voté pour, les élus de gauche ont voté contre, pour la bonne raison qu'ils voulaient tout de suite la communauté d'agglomération et ils ne voulaient pas de phase intermédiaire. Donc, ce vote a conduit à ce que ces 2 communes soient aujourd'hui dans le 93. Donc, si je fais ce rappel, c'est parce qu'il y a toute une polémique qui ne dit pas tout à fait la vérité, mais c'est le propre d'une polémique. Mais simplement pour dire, voilà comment les choses se sont passées. Mitry-Compan aurait pu revenir en Seine-et-Marne et former entre ces 2 communes une communauté de communes. L'autre raison qui a fait que finalement c'est ce résultat, c'est qu'une intercommunalité ne fonctionne que si elle a un projet commun, un projet partagé. Sinon, se regrouper sans préciser pourquoi faire ensemble, ça ne sert à rien et ça ne conduit nulle part. Pardon. Donc c'est la raison pour laquelle les maires des 3 communautés de communes, donc 26 maires, ont proposé au préfet de regrouper ces 3 communautés de communes, qui sont avant tout des communes rurales, parce que les plus grosses communes, c'est Clé-Souilly, Dammartin, Autis, et les autres, ce sont des communes moyennes comme la nôtre, ou des communes rurales, dont les plus petites font 200 habitants. Donc on préserve bien la ruralité, on préserve bien le cadre de vie. Donc le préfet a donc retenu cette proposition qui était amenée par les 26 maires sur les 34 favorables à cette proposition. Et au mois de mars, il y a eu une nouvelle réunion de la commission départementale de l'intercommunalité. Il y a eu 2 réunions. Une première réunion où il n'y a pas eu de quorum, puisque les élus de gauche, refusant qu'il y ait un vote sur les deux options, ont quitté la séance, donc il n'y avait plus de quorum.
Et comme pour un conseil municipal, le préfet a reconvoqué la commission avec le même ordre du jour, et là, cette fois-ci, il n'y avait plus besoin du quorum. Donc, le schéma départemental de l'intercommunalité a donc entériné le regroupement des 3 communautés de communes que j'ai citées tout à l'heure. Ça représente 34 communes, 65 000 habitants. C'est déjà important. Ça n'est pas rien. Il y avait prévu de parler avec aussi. Dans le projet de communauté d'agglomération, il y avait l'île Parisie, bien sûr. Et là l'inconvénient, c'est qu'on mettait dans une même intercommunalité des communes de 200, 1500 ou 3000, enfin 2800 comme la nôtre, avec des communes de 20 000 habitants. Et automatiquement, chacun comprend le déséquilibre que cela peut apporter, et surtout aussi le déséquilibre en termes de services. Aujourd'hui, les services sont déjà sur Mitry et Villeparisis. Ça veut dire que définitivement et sans espoir de retour, ces services-là restaient dans ces grandes villes. Nous, on pouvait faire une croix définitive pour espérer avoir des services qui viennent de notre secteur. C'est aussi des raisons qui nous ont fait refuser cette solution. Donc la commission départementale a donc adopté la solution que je viens de vous exposer, et le préfet a pris un arrêté en créant la fusion, créant le périmètre fusionnant les 3 intercos. Cet arrêté nous a été notifié récemment, pour la date sous les yeux, le 30 mars, et les communes ont 3 mois pour répondre. Pour que ce périmètre-là soit confirmé, il faut qu'au moins 50% des conseils municipaux des communes concernées, représentant au moins 50% de la population, soient favorables. Donc au bout des 3 mois, le préfet va comptabiliser les réponses qu'il recevra, et s'il y a les 50% des conseils municipaux représentant les 50% de la population, il pourra prendre un arrêté créant la communauté de communes, puisque là, on sera dans les conditions demandées par la loi pour la création. Donc l'objet de notre discussion et de notre délibération ce soir, c'est de dire si oui ou non nous sommes favorables à ce regroupement entre les 3 communautés de communes. Pardon? À partir de lundi, ça va freiner. Écoute, moi je m'inscris un petit peu en faux de tout rapporter résultat d'une élection nationale à la vie du quotidien. Il y a certainement, en fonction des résultats, des choses qui peuvent bouger ou des choses qui ne bougeront pas, mais il y a des lois quand même. Et à partir du moment où les lois sont appliquées, ou qu'il y a des processus qui sont engagés, je ne vois pas comment, sauf à changer la loi, on pourrait ne pas. Finalement, on applique autre chose. Non, mais j'ai vu que la béquille était encore agile. Donc, aujourd'hui, la question, ce n'est pas quelle position on prend en fonction des résultats de l'élection nationale. La question, c'est qu'on a reçu un arrêté, le préfet nous a notifié un arrêté fusionnant les 3 communautés de communes et que nous avons 3 mois pour répondre. La loi précise aussi que sans réponse, l'avis est réputé favorable. Donc ceux qui ne voudront pas répondre, ils seront réputés favorables. Et au bout du compte, quel que soit le préfet, celui-là ou un autre, je vois mal un préfet qui n'appliquerait pas la loi, parce que sinon ça veut dire qu'on n'est plus tout à fait dans une démocratie, on n'est plus tout à fait en République. Voilà, j'espère avoir été assez complet pour présenter. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Enfin, qu'on a déjà largement abordé différentes
différentes questions. S'il vous plaît. Juste En principe, on ne donne pas la parole aux conseillers. Pardon? Non, mais c'est des questions au conseil municipal. Mais après la séance, j'ai l'habitude qu'on ait un échange. C'est la question que vous voulez la poser, pour gardez-la bien dans mémoire et vous la poserez tout à l'heure. Donc parmi le conseil, est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Donc, la proposition qui est faite, c'est de répondre favorablement à la fusion des trois intercommunalités pour en faire qu'une seule, une communauté de communes, regroupant les 34 communes qui feront un total d'environ 65 000 habitants. Il est très probable d'ailleurs que le siège sera à Dammartin. Je dis probable parce que c'est quand même l'ensemble des communes qui se positionneront. Et quand on regarde la Plaine de France est dans des locaux loués dans la zone d'activité, Tessouilly qui s'est récemment constitué n'a aujourd'hui pas de locaux, et la communauté de communes de Volée-Lucien est la seule qui a des locaux dont elle est propriétaire et d'une taille suffisante pour accueillir tous les services. Donc, je pense que la logique, dans des périodes où on doit faire attention à ne pas faire de dépenses inutiles, voudrait qu'on utilise ces locaux. Il y aura quand même des problèmes de la salle du conseil. Oui, mais voilà. Question particulière? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Adopté. Merci. Le point suivant, c'est Rambourg qui travaille. Merci. Donc le point suivant, c'est on a reçu il y a quelques jours le rapport du commissaire enquêteur concernant la modification de notre plan d'occupation des sols. Donc il y a plusieurs mois on parle de ce sujet qui consiste à transférer de la zone non constructive en zone urbanisable. Il y a à peu près 6 hectares. Voilà. Donc, alors effectivement, c'est pour passer de la zone NC en zone UI. On a fait donc une réunion des personnes publiques associées, c'est-à-dire les services de l'État. Il y a également les communes avoisinantes en février. Donc là, il n'y avait pas eu de remarques particulières. Donc, comme je disais, l'enquête publique vient d'être rendue par le commissaire enquêteur et avec un avis qui est favorable. Alors, pour revenir donc sur cette déclaration de projet, donc c'est pour une entreprise, l'entreprise CMV qui est déjà implantée sur la commune et qui a donc besoin de 5 hectares avec 25 000 m² de chaume qui souhaite obtenir pour le 3e trimestre de l'année prochaine, et ensuite deux phases de 18 000 m². Donc ce sera pour 2014, je pense. Donc cette entreprise actuellement, il y a à peu près une quarantaine d'emplois, et donc le but c'est de regrouper des locaux qui sont déjà en location, je crois que c'est un Marly-la-Ville. Donc les premiers dont 25 000 m² donc serviraient d'entrepôt et ils ramèneraient également sur la commune tout leur siège social, toute leur administration. Donc à terme, le but est de passer à peu près 120 emplois sur la commune. Donc c'est une entreprise, comme je le disais tout à l'heure, qui est donc sur la commune depuis 20 ans. C'est une entreprise familiale qui a 40 ans d'existence. Qui vend à peu près 40 millions d'articles par an, parce que j'ai entendu. C'est une entreprise qui est fiable, qui vient d'obtenir donc tous les investissements des banques. Ils ont même obtenu une récompense par une agence, un award par une agence américaine pour leur gestion, ce qui est quand même assez rare.
Voilà donc en deux mots l'objet de cette déclaration de projet. Alors, le commissaire enquêteur a rendu 2 avis, parce qu'il faut rendre 2 avis sur ce point. Donc, il y a le premier, c'est sur l'intérêt général de la déclaration du projet. Et le deuxième, ça concerne la mise en compatibilité de notre plan d'occupation des sols. Alors, disons que les avis et les considérations sont pratiquement identiques pour les deux. Donc, je vais quand même vous les lire. Donc, il a pris en considération l'intérêt au plan économique et social que représente pour la commune la pérennisation de cette entreprise, l'intérêt en termes de garantie de l'emploi de proximité, parce que là, actuellement, sur les 40 emplois, il y en a une vingtaine utilisés par les enseignants et des communes aux alentours. Donc, l'intérêt également pour le chef de l'entreprise de regrouper ses activités, l'intérêt en termes de réduction de temps de travail également pour les résidents de la commune qui sont actuellement qui travaillent actuellement à Marne-la-Ville. Ah, je ne sais pas. Je sais qu'il y avait 2 ou 3 sites. Donc, et ensuite le caractère urgent du projet pour répondre aux besoins immédiats du développement de l'entreprise. Donc là, ça va également dans le sens de notre modification du plan local d'urbanisme qui est concomitant, qui va suivre. Il y a la compatibilité du projet d'extension de cette zone avec le schéma directeur de la région Île-de-France de 1994, ainsi que le projet du Grand Paris avec les périmètres d'études. Bon, il est évident qu'on ne peut pas transférer comme ça 6 hectares, donc 6 hectares ça fait citer un foot, on ne peut pas transférer 36 hectares à l'agriculture comme ça en plein matin d'emploi pour les rendre utilisables. Il y a également, donc, comme je disais, notre revue qui est en cours. Alors, l'absence d'objection des PPA, donc il n'y avait aucune remarque particulière qui avait été formulée, si ce n'est qu'un exploitant agricole avait demandé à ce que les accès soient maintenus pour leurs engins agricoles, qui sont des montagnes, ne soient pas pénalisés. Donc c'est la seule objection qu'il y avait eu. Et il y a également eu donc un avis favorable des administrés de la commune. Il y a à peu près une dizaine de personnes, essentiellement des employés de cette entreprise qui sont venus rencontrer le commissaire enquêteur ou faire part par écrit de leur intention, de leur souhait de ce projet. Donc le commissaire a donc rendu un avis favorable. Donc maintenant, c'était un passage nécessaire, mais qui n'est pas encore suffisant. Il y aura également notamment la position de la commission départementale pour je ne sais plus le terme exact, la commission départementale pour la consommation des espaces agricoles. Donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils vont se positionner. Et donc après la vie finale. Voilà. Donc c'était un passage nécessaire. La délibération du Conseil voilà. est maintenant nécessaire pour statuer sur la fin de l'enquête publique et de dire si on cautionne ou pas, et si on suit le rapport favorable du commissaire enquêteur. Logiquement, voilà. Donc est-ce qu'il y a des votes contre ou est-ce qu'il y a des questions déjà sur ce vaste sujet? Bon. Oui. Non. Bon. Des votes contre? Des abstentions? Eh bien, merci. Très bien, merci. Un autre sujet, je vois votre Alors, actif. il y a un autre sujet. Il y a quelques semaines, le président de la République avait fait part de son souhait d'augmenter les droits à construire de 30%. C'était au mois de janvier. Dans le but de créer 300 000 logements en France, dont 150 000 en Île-de-France. Donc, tout ça, évidemment, c'est consécutif aussi au droit de Grenelle, la Grenelle 1 et la Grenelle 2. Donc, la Grenelle 2, c'est tout simplement l'application de la Grenelle 1, avec donc la densification des centres-villes.
créer ces 150 000 logements en Île-de-France, il a été décidé de modifier donc, le code de l'urbanisme en autorisant donc, une majoration de 30%, notamment sur la hauteur, le gabarit, l'emprise au sol, ainsi que le coefficient d'occupation des sols. On a plusieurs possibilités, soit on ne fait rien, comme on disait tout à l'heure, donc là on attend 6 mois et de ce fait la loi sera applicable sur la commune. On a également une autre position qui est de faire une consultation au niveau local, pour qu'on décide ce soir. Donc cette consultation, il y a une notice explicative là, donc, qui est déjà réalisée et qui permettrait aux habitants de la commune donc, de se renseigner sur ce projet. Donc dans cette notice explicative, on a pris toutes les zones U de la commune, donc je vous rappelle les zones U, zones urbanisées, il y a du A, du B, du C, du I, du N et du X. Et la zone du C se décline également en 4 sous-zones, la B, la C et la D. Alors les conséquences que ça peut avoir, ça veut dire que votre voisin, vous pouvez très bien faire un étage de plus sur votre pavillon. Vous pouvez très bien vous agrandir avec donc tous les problèmes que ça peut poser. Je me suis posé des questions déjà là-dessus, notamment sur les limites par rapport les distances par rapport aux limites séparatives. Donc là, on n'a pas de réponse pour le moment. Je me demande comment ça se passerait. Alors donc, dans cette notice explicative, donc, toutes les zones sont bien définies. Je peux vous citer quelques exemples pour apprendre la zone UC parce que c'est celle qui est la plus répandue sur la commune. Donc la zone UC, c'est le million. Alors, on a actuellement, au point de vue des gabarits, une hauteur maximale au fêtage de 9 mètres. Donc on passerait à 11,70 mètres, c'est quand même imposant. En ce qui concerne les bâtiments annexes, on a 3 mètres à l'égout du toit, donc on passerait à 3,90 mètres. Et pour les toitures avec terrasse, on passerait de 3,30 mètres à 4,20 mètres. L'emprise au sol maximale, donc actuellement dans ces zones UC, on a 30%, on passerait à 39%. Le coefficient d'occupation des sols, il est actuellement entre 0,4 et 0,5, donc on passerait à 0,52, de 0,52 à 0,65. Quand on voit ces cosses-là, c'est sûr qu'on est bien en dessous des cosses qui sont appliquées à Paris, qui sont des cosses de 3 ou 4, je ne sais pas la différence si c'est des cosses de 100, 200, 300. Mais bon, voilà, donc toutes les zones urbanisables de la commune sont donc prévues, sont donc répertoriées dans cette notice explicative. Donc ce qu'on peut vous proposer, c'est d'officialiser donc cette consultation faire une enquête publique. C'est pas une enquête publique, enfin, c'est une consultation comme on en a déjà réalisée. C'est-à-dire que le conseil municipal dit pour appliquer la loi, de toute façon, il y a une consultation d'un mois obligatoire de la population. Bon. Cette consultation n'a pas pour but de rentrer dans le détail des chiffres qui ont été, c'était simplement à titre d'exemple, voilà comment et où ça peut évoluer. La consultation, ça peut être tout simplement de dire oui, on est pour une majoration de 30% sur les droits à construire, de façon à ce qu'on densifie le tissu urbain. Après, dans le détail, on voit comment ça peut s'appliquer, soit sur la hauteur, soit sur le coefficient d'occupation des sols, etc. Ou non, on est opposé à la densification, pour telle ou telle raison, pour dire finalement, un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'intercommunalité, on veut préserver notre environnement, on veut préserver la taille de nos terrains, on veut que notre voisin il monte un étage de plus, et donc la procédure c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait une consultation du public qui est un peu informelle, donc ce qu'on vous propose c'est qu'on rende officiel
présentiel la consultation, on met un cahier au guichet de la mairie comme on l'a plus souvent fait sur des sujets d'aménagement importants, et puis d'ici le prochain conseil, on va dire d'ici la fin juin, parce qu'il y aura un Voilà, conseil. parce qu'a priori, bon, si on a fait entre mi-mai et mi-juin, Voilà. Parce que par rapport à la promulgation du texte, il y a 6 mois pour se positionner, même si le détail des circulaires est loin d'être sorti. Et puis je crois qu'on fera l'information à la population pour dire il y a une consultation, donc la délibération qui est à prendre, c'est de dire on lance la consultation auprès du public par la mise à disposition en mairie d'un dossier détaillé accompagné d'un registre pour les éventuelles observations, et on fait cette consultation du 18 mai au 18 juin. C'est un appel. Et puis, comme on a un conseil fin juin, parce que traditionnellement, le conseil de juillet est avancé à fin juin pour les questions de congé, on connaîtra l'avis de la population pour ceux qui auront voulu donner un avis et auront inscrit quelque chose à la consultation. Voilà, 2 autres points. Lorsqu'on se délibérera donc fin juin, on n'est pas obligé de délibérer sur toute la commune. On pourra dire que ce sera uniquement ces zones-là. Ce ne sera pas ça. Il faut aussi savoir que ce n'est pas une disposition de la majoration de 30%, ce n'est pas une disposition définitive et irréversible, c'est une disposition pour 3 ans. Je vais rebondir sur ce que disait Michel tout à l'heure. Ce que le législateur a fait, il a toujours la possibilité de le défaire. Les lois sur le Grenelle de l'environnement vont quand même dans le sens de la densification de façon à consommer de moins en moins de foncier. Alors, un dernier point que je voulais signaler, sur les 3 dernières années écoulées, nous avons rejeté un seul permis de construire qui dépassait le TOS. Voilà, c'est un cas particulier d'une toute petite propriété qui fait 200 mètres carrés, donc là, il dépassait son TOS et là, on n'a pas pu lui attribuer son permis de construire ou sa déclaration de projet. C'est le seul cas sur les 3 dernières années qu'on a eu pour un dépassement de TOS. Voilà, c'est une information que je voulais vous donner. Voilà, des questions? Ou si vous en avez plus tard, on y répondra. Ainsi que vos habitants. Voilà. Donc, on adopte cette procédure. Qu'on soit bien clair, on ne décide pas ce soir d'appliquer, on décide ce soir de lancer la consultation auprès du public par la mise à disposition en mairie d'un dossier détaillé accompagné d'un registre, et on statuera à la fin juin. Les contre? Les abstentions? Alors, on a eu une déclaration préalable il y a quelques mois concernant, c'est la rue du Marais, c'est la rue du Vivier, donc vous voyez le carré avec la croix là. Donc il y a une déclaration préalable, donc il y a 2 propriétés dans le fond du service sud, ce côté gauche là, un chemin qui vient desservir les 2 propriétés. Il y en a une qui est construite, c'est une maison un peu écologiste, on va dire. Donc il y a les parcelles AT 543 et 542 donc, qui doivent nous être rétrocédées dans le processus d'alignement. Donc il faudra qu'on passe chez le notaire pour régulariser ces deux petites surfaces qui font 29 mètres carrés. Voilà, donc ça c'est une procédure classique que l'on fait dans chaque mutation.
secrétaire plus que jamais pour ce genre de dossier. Il travaillait même que s'il venait dans le était 50 hectares. Avez-vous des questions? Non. Des voix contre? Des abstentions? On est d'accord. C'est un avenant au marché pour la construction du tennis qui est lié au lot numéro 1. Cet avenant tient compte de tennis. Le tennis, il se trouve sur la partie où était le terrain d'évolution qui était en enrobé. La vacation était de raboter l'enrobé pour faire après la plateforme du tennis. Quand on a raboté l'enrobé, en dessous il y avait du sablon, plutôt qu'y avoir un compactable rigide. Il y a eu lieu donc d'enlever tout le sablon sur à peu près 50 cm, 60 cm, pour refaire un compactage caillou pour recevoir la plateforme du tennis. Donc cet avenant, qui correspond à 3,74% d'augmentation du montant total du bâtiment, qui est inférieur, donc je pense c'est 5%, le plafond, qui est inférieur à 5%, et qui, comment? Pas pour les mapas, mais Pas pour les mapas, enfin c'est l'équilibre. la règle qu'on a fait, C'est la règle qu'on a appris, et qui nous permet, étant inférieur à 5%, ça évite de refaire une CRO et de pouvoir payer ce surplus qui représente 29 000 €. C'est la différence entre le marché initial et le marché final. Alors, aujourd'hui, il y a un contentieux quand même qui est ouvert avec l'assurance de l'architecte pour en connaître les causes exactes éventuellement, et éventuellement une prise en charge totale ou partielle, voire pas du tout, jamais, si on perd tout. Mais pour l'instant, c'est en contentieux, c'est en cours. J'ai passé 2 heures cet après-midi avec l'expert pour essayer d'expliquer tout ça, mais bon, c'est pas gagné. Donc il est proposé au Conseil d'accepter cet avenant et le montant des travaux supplémentaires. Alors, on a décidé de faire rapidement ces travaux dans la foulée pour maintenir aussi le planning, puisque le tennis est censé être fini fin juin, disons 8 juillet, le grand maximum, de manière à qu'il soit opérationnel pour la rentrée de septembre. Voilà. Y a-t-il des questions? Sur le vote? Vote défavorable? Abstention? Adopté. Merci. Alors, lors du dernier conseil, municipal, nous avons fait une demande de subvention au titre du fonds école pour du mobilier scolaire. On s'est rendu compte aussi qu'on pouvait bénéficier de cette demande pour la réhabilitation des sanitaires du groupe scolaire en fonction des nouveaux critères de ce fonds école, des demandes de ce fonds école. Actuellement, on envisage de demander cette subvention pour la réfection des toilettes de l'école maternelle, de l'école primaire à l'étage, en rez-de-chaussée et dans la classe. Les sanitaires extérieurs souffrant sont bien abîmés, ils souffrent quand même des récréations et puis même lorsqu'il y a des fêtes, il y a beaucoup d'utilisation.
Maintenant, vous dire la description exacte, hein, je ne sais pas, au point de vue technique, c'est Si tu permets, Nicole. tout à fait. La description exacte, c'est uniquement, pour l'instant, toutes les toilettes, tout ce qui est urinoir, ce sont des boutons poussoirs que les enfants ne font pas, font très peu. Et bon, ça génère quand même des odeurs quand il fait chaud, etc. Donc là, c'est de mettre tout en automatique. C'est-à-dire que dès qu'il s'approche de l'urinoir, systématiquement, il y a de l'eau qui coule, etc. C'est pour éviter, si possible, d'avoir toutes ces odeurs en temps de chaleur. D'autres questions? Généralement, les dossiers de demande de subvention, ça ne pose pas de difficulté. Comme disait Nicole aussi, les critères ont changé et ils ont été beaucoup restreints au niveau des qualités de tuyaux, de travaux qui sont réalisables maintenant sur le fond école. Avant, on pouvait mettre de la peinture, on pouvait mettre des habitations comme ça. Maintenant, ce sont vraiment des travaux de plomberie, des ajouts de classe. Bon, voilà. C'est un autre marché, mais on ne peut plus mettre de peinture qui n'est que de l'entretien. Question? Les votes défavorables? Une abstention? Adopté. La modification du tableau d'effectifs communal. Donc en fait, le principe du fonctionnement, c'est que le conseil municipal vote le budget et vote le nombre de lignes budgétaires permettant d'embaucher du personnel. Et aujourd'hui, nous avons 47 lignes et 47 postes pourvus. Les modifications, chaque ligne budgétaire correspond à un grade dans une catégorie. Et la formation, l'ancienneté, le passage de concours fait qu'un certain nombre d'agents changent de grade, voire changent de catégorie, ce qui nous conduit à adapter notre tableau de l'effectif communal, donc à adapter le tableau des lignes budgétaires. Et donc, il est proposé de créer des postes, c'est le tableau du haut. Donc dans la filière administrative, il y a un poste d'attaché principal, donc catégorie A, 35 heures. Un poste de rédacteur chef, catégorie B, 35 heures. Dans la filière technique, un poste de technicien principal, première place, dans la catégorie B, 35 heures. Et dans la filière animation, un poste d'animateur principal, première classe, catégorie B, 35 heures. Comme j'ai précisé que le nombre de lignes budgétaires ne changeait pas, si on crée ces 4 lignes supplémentaires, puisqu'il y a des changements de grade et de catégorie, on supprime 4 postes qui correspondent aux postes et aux lignes budgétaires des agents qui ont eu une promotion, et donc dans le même temps on supprime un attaché territorial, un rédacteur principal pour la filière administrative, on supprime un technicien principal deuxième classe pour la filière technique et un animateur principal deuxième classe pour la filière animation. Donc 47 postes pourvus avant et après les changements de grade. Avez-vous des questions? Quel est l'impact financier? D'abord, une précision, la création de postes, là, est immédiate, il n'y a aucun problème. Pour les suppressions de postes, il faudra passer par la comité technique, c'est fait. C'est la remarque que j'avais faite. Généralement, on ne le fait pas. On ne le fait pas dans la même séance parce qu'on crée les postes et puis on les supprime après. Mais là, les dossiers ont été présentés et la commission paritaire s'est prononcée sur la suppression. Donc là, on pourrait
pour répondre à ta question, les agents sont reclassés à un indice qui est l'indice similaire ou immédiatement supérieur à leur indice actuel. C'est-à-dire que tu as la grille de rédacteur comme ça, la grille de rédacteur chef, elle est comme ça. D'accord? Un agent qui est ici, il est reclassé au même niveau. Donc dans l'immédiat, ça ne change rien. Par contre, dans la suite de carrière, dans le déroulement de carrière, après, ça va changer. Voilà, ça lui ouvre une extension sur son déroulement de carrière. D'autres questions? Passer au vote. Des votes défavorables. Une abstention. Adopté. Un petit exercice sympathique, comme chaque année, c'est donc le tirage au sort pour la liste des jurés d'assises. Mais il faut peut-être regarder quand même, parce que ça va pas faire 3 fois le tour. Mettez-les dans l'ordre. Tu retires tout, tu gardes. 0 et 1. C'est bon maintenant. Alors, allons-y. Il y a des portables qui sonnent. Alors, combien? 22. 22. Il est externé, c'est avant 90. Il est né en 80. On commence. 1711. Je retente la réponse. Non, mais c'est une possibilité de dispense. Et on peut le proposer. C'est bon, c'est bon. Alors, 1900, maintenant. Brignard, Bruno, Jean Robert. Les conditions d'âge. 64. Brignard, Bruno, Jean Robert. Ok, allez, suivant.
40. Amélie, Florian, Nicolas, Pierre. Amélie. Aboline. Noël. Jacques. Encore un. 352. Chagnaud, Catherine Louise. Chagnaud, C-H-A-G-N-I-O-T. Donc, on rappelle, c'est pour ça qu'on contre les âges, on va avoir 23 ans pour l'année 2013. Les possibilités de dispense, c'est pour les personnes âgées de plus de 70 ans, s'ils ne résident pas en Seine-et-Marne, et si motifs graves reconnus valablement par la commission départementale du jeu criminel. Et on envoie la liste au tribunal des grandes instances de Melun. Alors, suivi de l'investissement. Donc, on vous présente les courbes d'investissement. Et compte tenu du nombre de chantiers que vous pouvez constater ou que vous subissez dans le site, vous voyez qu'on a très largement dépassé et engagé nos investissements, puisque en termes d'engagement, on est presque à 80% du total, et ça va se régulariser pour atteindre les 5,5 millions à la fin de l'année. Alors si on parle très rapidement, si on fait un compte rendu, on a parlé du tennis, aujourd'hui la charpente est terminée, les maçons commencent à faire le clubhouse. Pour ce qui est de l'école, le temps retarde un petit peu, mais on est dans le planning, il y a peu de choses près, puisqu'on sera hors d'eau et hors d'air d'ici 8-10 jours. Mais là aussi, fonction du temps. Ils ont, notamment la couverture, ils ont travaillé un peu, ils ont quand même eu du mal avec le temps à faire les étanchéités pour les terrasses. Pour ce qui est de la halle, là, vous voyez les travaux sur le devant de la mairie. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu difficile, d'autant que ça se conjugue avec les réseaux, à la fois la mise en place d'un réseau séparatif rue Clairet et rue de l'Église, ensuite ça sera le tour de la rue Jeanne d'Arc, la réparation, enfin la réparation de la canalisation existante de l'unitaire par l'entreprise qui fait donc un cheminage, et puis dans le même temps, il y a tous les travaux de terrassement qui sont réalisés. Bon. Là, il y a vraiment de l'espace devant la mairie. Hein. Donc le monument aux morts a été démonté proprement, je rassure tous les anciens combattants. Les commémorations sont faites devant une photo du monument aux morts. Chacun comprend que ce n'était pas possible de laisser le monument à cet endroit. Déjà, c'était inaccessible, et puis il aurait fini par recevoir un coup de pelle malencontreux. Donc il valait mieux qu'on le démonte. Donc on a fait un point avec l'ensemble des entreprises. La plateforme est presque terminée. L'entreprise qui fait les fondations pour recevoir les piliers de la halle commence les fondations à partir de mercredi.
Et l'entreprise qui fait la charpente nous a amené des photos. Aujourd'hui, la charpente est bien avancée en atelier. Et donc le montage de la charpente débutera vers la première quinzaine de juin. Pour la halle, donc le tennis mis en service à la rentrée, les écoles mises en service à la rentrée, bien évidemment, la place et la halle. L'objectif, c'est d'avoir terminé le 15 novembre pour qu'on puisse faire le marché de Noël à la fois autour de la place et sous la halle. Qui sera quand même plus confortable que les années précédentes. Enfin, plus confortable que les barbes. Qu'est-ce qu'on entend comme chose? J'en vois pas d'autres, parce que je pourrais rajouter, c'est que la société Eurovia qui fait la place de la mairie a aussi marché pour la rue de l'Érable, qui a été stoppé le temps que le tennis soit réalisé pour ne pas la détériorer avec les camions de livraison du chantier tennis. Et donc là, Eurovia va avoir fini tous ses enfouissements et la première plateforme de la halle, va laisser la place aux constructeurs de la halle et au mois de juillet, certainement vers début juillet, le gros du tennis sera fini quand même et il réattaquera la rue des Rames là-bas de manière à tout de suite, une fois qu'il a fini la rue des Rames, la halle devrait être bien avancée, si ce n'est pas terminé, du côté de septembre, voilà, qui permettra à Eurovia de revenir au centre pour faire tout le parvis et devant les gens. Donc il y a encore quelques mois à souffrir, quelques mois à être gêné. Je pense que derrière, on aura un beau centre-ville, un bel équipement qui viendra accompagner l'église restaurée. Sur le chantier des logements qui se construisent, là, les préfabriqués de l'école devraient être démolis à partir de la semaine prochaine, je pense. Et après, dans la foulée, ils finiront par le foyer pour pouvoir aménager leur aire de vie et commencer à préparer la route qui va dévier, donc qui va passer derrière l'église à la place des anciens bâtiments de l'école. Avez-vous des questions sur les différents chantiers? Vous dites la charpente de la halle devrait se monter première quinzaine de juillet et au fur et à mesure le couvreur va attaquer la couverture qui durera jusqu'au mois de septembre. Une question particulière? Donc au niveau compte rendu de délégation, on a un remboursement d'assurance de 557 €. Déclaration d'intention d'aliéner, donc il y a 3 mutations, une impasse en Beaux-Arts, une rue des Grandes Loups et une chemin des Sansonnets. C'est un terrain qui n'est pas constructible. Et pour lequel on précise néanmoins qu'il y aura un alignement. Parce que on est d'accord pour qu'on n'exerce pas le droit de préemption urbain sur ces 3 mutations. Pas de vote contre, pas d'abstention. Alors, on vous présente aussi l'état d'avancement du métro automatique du Grand Paris. On va vous faire voyager un petit peu.
station dans l'aéroport, une gare dans l'aéroport, prévisionnelle, puisque c'est le terminal 4 qui est reconstruit. Une station dans le terminal actuel, qui est le terminal 2. Le parc des expositions 2020. Triangle de Gonesse. Notez au passage que la gare de maintenance dont on parlait à un moment pour le Ménil sera très certainement à Gonesse. La Société des Grands Paris préférant que ce soit à peu près au milieu de la ligne pour les interventions de maintenance. Alors, on va passer le Bourget. Une autre gare à Bourget. Saint-Denis-Payenne. Tronçon du Ménil-Amelot Grésillon, donc 25 minutes pour aller du Ménil-Amelot au Grésillon, c'est quasiment la Défense. Et entre deux gares, il y a à peu près 2 minutes 45. Le gros avantage, c'est qu'on pourra aller partout en banlieue sans passer par le centre de Paris, et on pourra aller notamment à Marne-la-Vallée et aux universités de Marne-la-Vallée sans repasser par Paris. On va augmenter le planning. Voilà. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que le tronçon de Ménil-Amelot-les-Grésillons fait partie du tronçon prioritaire. Donc, l'objectif, c'est 2018. Donc, actuellement, on est dans la phase de conception. Les enquêtes publiques sont prévues à la mi-2013. Obtention de la DUP mi-2014 et début des travaux donc mi-2014. Simplement pour montrer que c'est extrêmement rapide pour un projet de cette importance. L'ensemble du projet de Grand Paris, c'est une quinzaine d'années. C'est une action de ça. Oui, mais là, moi, je parle du tronçon prioritaire sur lequel nous le trouvons. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et je veux dire qu'on a la chance pour notre secteur d'être sur ce tronçon. Quand je dis on est sur le tronçon,
Ménil-Amelot, c'est à 5 km. Nous n'aurons plus l'obligation de rentrer dans l'aéroport pour prendre le RER. On pourra aller partout en banlieue en prenant le métro automatique. Et je crois que ce projet donc, du Grand Paris est vraiment un projet d'avenir et un projet porté par un certain nombre d'élus. Ça fait partie des projets qui devraient souder le secteur, notamment puisqu'on parlait d'intercommunalité tout à l'heure. C'est un projet sur lequel les communes comme Vitry étaient opposées pour des questions qu'on n'a toujours pas compris. Ça montre bien que si sur un projet de cette importance, sur un projet d'aménagement touchant l'avenir de nos populations et des enfants de nos populations, et si on n'est déjà pas d'accord, c'est qu'il y a quand même un problème de fond. Donc, et là, grâce à l'intervention d'Yves Alvarello, député de la 7e circonscription, c'est quand même lui qui a porté le projet, puisqu'il a été rapporteur à l'Assemblée nationale, et qu'il a fait en sorte que notre secteur soit à la fois retenu par la gare du Ménil et classé dans les tronçons prioritaires. Donc voilà l'état d'avancement que nous voulions vous indiquer. Est-ce que vous avez des questions particulières? Non, moi j'ai une remarque, vous disiez que ça allait très vite, effectivement, ça a été vu sur le feuille d'impôt. Je vois en fait sur le cas, est-ce que c'est... Oui, ça. Vous voyez le planning, hein? Alors, un chantier de cette importance, c'est vrai que. Et c'est vrai que j'ai participé en tant que président de commune, d'un comité de commune, à un comité c'est d'ailleurs là où on nous a donné la petite animation et le planning. Je trouve que les services de la Société du Grand Paris ont vraiment une organisation au top. Il faut voir comment ils sont organisés pour tous les domaines à aborder. Rien que les problèmes fonciers, vous imaginez, il y a un nombre incalculable, ils ont cité les noms, je crois que c'est de 5000 parcelles à traiter. Et l'objectif, c'est de traiter le maximum à la merde. Alors, comme c'est souterrain, en fait, on n'est pas propriétaire du sous-sol. Donc là, en fait, il y a des questions de redevance, mais pas à faire l'acquisition des parcelles quand c'est en souterrain. Il y a quand même pas mal qui passent en surface aussi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Le plus long, effectivement, c'est les expropriations. L'objectif, c'est de limiter les expropriations au maximum. Justement, pour éviter de tomber dans des délais. Le parcours, il a l'air assez tendu, mais il visite beaucoup de monde et draine la situation. C'est l'intérêt, quand même. C'est vrai que ça n'est pas le même raisonnement qui a été tenu que pour le TGV. Le TGV, plutôt que de desservir une grosse agglomération, on faisait une gare entre deux agglomérations, ce qui fait qu'en fait, chaque agglomération avait 20 à 30 km à faire pour aller prendre le TGV. Regardez les travaux. Est-ce que ça a été généré par rapport à une demande forte ou une sollicitation faite entre parties uniques de Paris? Je ne voudrais pas être désagréable, mais on sent que c'est une question de quelqu'un qui ne conduit pas tous les jours. Entre autres, ou qui ne prend pas les. Oui, mais il y a quelques temps. Non, mais aujourd'hui, toutes les dessertes, tous les transports en commun sont saturés. Donc,
l'agglomération parisienne et l'Île-de-France en général continuant de se développer, il fallait absolument qu'il y ait un nouveau tracé de transport, un moyen plus performant et un nouveau tracé. C'est un super téléphérique automatique, quoi. Et il fallait que l'on casse cette obligation actuelle qui consiste à devoir aller dans le centre de Paris pour repartir. Aujourd'hui, on a une route vélo où il faut aller au milieu à chaque fois qu'on veut aller en banlieue. Et là, l'objectif, c'est de ne plus justement aller au centre pour aller en banlieue. Et l'objectif aussi, c'est d'espérer que ça, avec une meilleure desserte de transport en commun, avec des transports en commun performants, on aura moins d'utilisation d'automobiles, donc moins de population, moins de pollution, moins de consommation, etc. C'est aussi ça l'objectif. D'autres questions? Donc, parmi les manifestations, tout à l'heure on aura la liste, mais il y aura le 8 mai, bien sûr, avec les manifestations, et nous officialiserons la sortie du livre sur Moussine Neuf. Donc, des siècles d'histoire et l'histoire d'un siècle. Donc, le livre de Moussine Neuf est terminé. Il est livré, donc sera officiellement présenté le 8 mai. Je profite donc pour remercier tous ceux qui ont contribué à un titre ou à un autre, à la rédaction, à la fourniture de documents, à la fourniture de cartes postales, à la relecture. C'est un travail important. Donc le calendrier des manifestations, donc dimanche, deuxième tour des élections présidentielles, au même endroit, au Bec-du-Chêne. Le 8 mai, les cérémonies commémoratives de l'armistice de la guerre 39-45, avec une exposition de cartes postales, notamment ayant servi à illustrer le livre, la sortie du livre de Moussine, donc dans cette même salle, avec le pot traditionnel et la remise des diplômes du travail et les diplômes des maisons monues. Le 9 mai, le centre de loisirs fait une activité, une rencontre. Le 12, il y a une manifestation sur la commune. C'est la Flamme de la Vie. Donc c'est l'association des donneurs de sang bénévoles qui arrivent d'autistes. Enfin, la Flamme vient beaucoup plus loin et ils passeront sur la commune. Et si on a un nombre de promesses de don du sang suffisant, il y aura une collecte à Intermarché. Il faut qu'il y ait au moins 50 promesses de don. Le 13, il y a la troisième rando rêve de PTT organisée par le club de 10 et le ESM Vélo. Le 16, une sortie au parc de Gérène toute la journée au centre de loisirs, à Crépy-en-Valois. Et au mois de mai, c'est la Pentecôte, la 7e fête médiévale à Moussine-Neuf, avec les organisateurs, le comité d'organisation de la fête médiévale, les compagnons de Nancy, le comité des fêtes, la commune, la compagnie d'art. Le ciné, il y a aussi la marche en route du Menuguet, dans le SC Marchand aussi. Exact. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions parmi le conseil municipal? Question particulière? Bien. L'ordre du jour est terminé.